Donc là, on accueille avec grand plaisir le Dr Jean-Marc Basse, qui vient de Rouen, chirurgien thoracique de Rouen, qui va nous parler de la simulation d'équipe in situ en chirurgie thoracique, entraînement en situation d'urgence. À toi, Jean-Marc. Monsieur le Président. Je recommande un petit peu, pas de discours politique. Nous écoutons. Merci pour votre invitation. Je vois qu'il y a des chirurgiens cardiaques qu'on a voté pour ça. Donc je vais vous parler non pas de numérique, mais de la simulation comme outil pédagogique, et on va peut-être répondre à quelques questionnements qui ont été posés tout à l'heure. Et le monde actuel, on parle bien sûr de la communication, mais on est aussi dans le monde de la sécurité, avec le principe de précaution perpétuelle qui nous plombe toute la journée. Mais enfin, la sécurité opératoire, ça va être quelque chose de très important. Alors, quelles sont les modifications de l'environnement chirurgical? La loi du travail a changé. On est aux 35 heures, on va peut-être passer aux 39 heures, mais enfin, nous, en chirurgie, quand même, on fait régulièrement 60-70 heures. Mais ça va changer aussi. Mutualisation des équipes. Les équipes qui étaient fermées sont devenues des équipes ouvertes. C'est un peu comme Google, c'est un peu comme Microsoft et Apple, système fermé, système ouvert. On est rentré dans un monde ouvert à l'hôpital, on mutualise tout. Diminution des ressources humaines et financières, oui, on est aussi dans un monde contraint à ce niveau-là. Les certifications, tous les 4 ans on est certifié, et tous les ans il faut pouvoir effectivement être accrédité auprès de la société. Donc le cadre légal change, les nouvelles technologies. Tous les ans, on a un nouvel outil, il faut s'y adapter. Est-ce qu'il est pertinent ou pas pertinent? Il faut l'évaluer. Et mini-invasif, on peut dire finalement que c'est un événement porteur de risque. Et c'est un événement porteur de risque pour plein de raisons, même si, évidemment, c'est en train de se développer, il faut prendre conscience de ça. Alors, nous, on est parti d'un état des lieux, c'est notre expérience de la chirurgie mini-invasive en vidéo et en robot, avec nos complications. Donc, dans le cadre de l'accréditation, nous sommes obligés de relever nos complications et de les présenter dans les RMM. Donc ça, c'est un système qui est tout à fait utile, très performant. Et donc, on a relevé les complications, on a relevé en chirurgie vidéo thoracique, donc je parle de la chirurgie thoracique. Une des particularités de cette spécialité, c'est qu'on peut perdre un malade sur table, sur une plaie de l'artère pulmonaire. Et c'était vrai en ouvert, mais c'est encore plus vrai en fermé. Et en vidéo. Et pendant très longtemps, cette chirurgie ne s'est pas développée en France, notamment pour ces raisons de sécurité opératoire. Et puis on a dépassé ces difficultés de sécurité par l'amélioration des technologies, l'entraînement, la standardisation des techniques. Enfin, ça reste quand même une problématique majeure. Vous voyez, on a eu par exemple, nous, des plaies incontrôlées, c'est-à-dire qu'on regarde notre champ opératoire avec notre caméra, et puis tout d'un coup, plaie majeure, du sang sur la caméra, on ne sait plus ce qui se passe, et on considère qu'elle est incontrôlée. 1,5% dans la série. Pas de mort sur table, mais enfin 3 massages cardiaques, et on s'en est bien sorti, mais quand même dans une situation de stress très, très compliquée à gérer et avec un impact très fort sur nos qualités techniques, évidemment. Donc on a intégré tout ça. Alors après, je vous parlais du robot où on a moins d'hémorragie incontrôlée, mais bon, on a aussi l'expérience de la vidéo. Enfin, on a évalué ces complications et on a essayé d'en tirer des conséquences. Alors, on a réfléchi sur la sécurité opératoire, qui comprend 2 grandes parties. La partie technique, les compétences techniques. Effectivement, il faut savoir disséquer. Et il faut prévenir la complication. Donc, il y a la prévention de la complication, la gestion de la complication, et ça, c'est l'apprentissage des compétences. D'accord? Donc là, Twitter, Facebook, ils ne sont pas là. Et ensuite, il y a la partie non technique. Avec dans la partie non technique, il y a par exemple les checklists où on essaie d'avoir une routine chirurgicale. Je ne sais pas si certains ont la chance de jouer au golf. Enfin, vous prenez le meilleur joueur du monde, il a sa routine. Voilà, systématiquement, il fait sa routine avant de taper sa balle. Voilà. Et bien en chirurgie, la checklist, par exemple, c'est une routine de sécurité. Et donc, bien sûr, on s'est inspiré de l'aviation, qui est le monde où la sécurité est le plus développée. Mais souvent, on essaie de faire l'analogie entre pilote et chirurgien. C'est pas vrai, il n'y a pas d'analogie, mais c'est juste qu'on essaie de s'inspirer de ce monde sécuritaire. Et puis, arrive, dans la deuxième partie des compétences non techniques, c'est ce qu'on appelle les non-technical skills. Alors, les anglo-saxons sont très friands de ça, et c'est en train d'arriver. C'est le savoir-être. Voilà, vous en parliez tout à l'heure. Et là, effectivement, la connaissance en ligne sur la main, c'est pas facile. Comment répondre à quelqu'un dans une équipe et tout ça.
Alors dans le savoir-être, c'est un monde un peu ésotérique pour nous quand on commence, avec le leadership, la coopération, la communication. Comment bien coopérer si on ne communique pas bien, évidemment. La prise de décision, le leadership, compréhension de la situation. Vous voyez, tout ce monde-là arrive et ben on essaie d'apprendre à l'individu à travailler en équipe et à l'équipe à travailler ensemble. Hein, parce que c'est pas forcément ça. Alors, à Rouen, après ces RMM, ces complications qui étaient stressantes avec quand même un impact important sur l'équipe, on a mis en place la checklist. Donc pour nous c'est obligatoire, même si c'est obligatoire depuis plusieurs années. Je pense que dans les blocs en France, tout le monde ne fait pas encore la checklist. Hein, même si régulièrement la certification, on regarde ça hein, comme indice de qualité. Et on a rajouté l'imagerie, et avec, on essaie de regarder les variations anatomiques du hip pulmonaire. Et on aimerait avoir ça en routine, c'est-à-dire où on se projette dans l'intervention, il y a une veine, deux veines, trois veines, à tel point qu'on considère maintenant que chaque patient a une anatomie particulière et qu'il y a des anatomies qui sont plus fréquentes que d'autres, plutôt que de dire qu'il y a des variations anatomiques. Vous comprenez? Ensuite, on a une boîte de conversion prête sur la table. Pourquoi? Parce que au cours de nos accidents, on a eu des complications avec des arrêts. On a demandé bien sûr le clan et on n'avait pas le bon clan. Et quand on demande à notre clan, l'infirmière sort de salle, elle va chercher un clan, on perd du temps. Et donc, pour quelle raison on en arrive là? Parce qu'en fait, la stérilisation centrale est mutualisée, les gens ne font plus les boîtes et on a des soucis. Donc vous voyez, pour monter d'un cran de sécurité, on est obligé d'ouvrir systématiquement une boîte, ce qui demande de la ressource. Alors vous voyez ici, il y a une table où tout est ouvert, on a une casaque, des gants. En d'autres termes, s'il y a une hémorragie incontrôlée au robot, on est capable pendant 2 minutes d'être en autonomie totale, sans demander à la penseuse dans la salle de nous donner un clan et tout ça. Et pendant ce temps-là, elle est libre de faire, et on va en discuter après, de faire ce qu'elle a à faire. 2 aspirations, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a une hémorragie incontrôlée, ben, on a demandé un aspirateur supplémentaire. Voilà. Donc c'était les 3-4 événements qu'on a eu. Voilà. Et donc vous voyez, on a ça monté sur le champ, ça demande quelques petites ressources, pas grand-chose un aspirateur, mais au moins pendant 2-3 minutes, on est capable d'aller évacuer le caillot et essayer d'aller contrôler la plaie. Et puis, donc vous savez que la checklist qu'on utilise en France, disons de manière obligatoire en 2017, considérant que tout le monde l'a fait, c'est publié en 2003-2004 dans New England. Il a fallu plus de 10 ans. Ça, c'est la simulation dans les situations de crise, c'est publié en 2011. Ce que je veux dire, c'est que cette forme de pédagogie en équipe aux situations graves mais rares va arriver, va être obligatoire, je pense, dans les années qui viennent. Et donc ça, c'était un auteur célèbre, américain, qui avait, dans sa salle opératoire, collé sur son bloc, en cas d'arrêt cardiaque, ce qu'il fallait faire. Et il fallait suivre une checklist. Voilà. Et là, vous voyez, quand on fait, il a donc le chirurgien qui a publié dans New England, qui s'appelle Atul Gawande, qui est un chirurgien de Harvard, qui a beaucoup travaillé sur la checklist. Il a créé 13 checklists de crise, et systématiquement, la première chose à faire, c'est appeler un ami. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a un qui apprend à ses internes d'appeler systématiquement un ami quand il y a un problème. En général, on appelle l'ami quand vraiment c'est un peu tard. Alors que les anesthésistes réanimateurs, dans leur cursus, la première chose à faire quand ils désaturent, c'est d'appeler un ami. C'est comme ça fait partie de leur process. Et les anesthésistes, depuis 20 ans, travaillent sur un concept de sécurité qu'on, nous, en chirurgien, on est en train de commencer à apprendre ou à intégrer. On a mis en place un code rouge, qui est en fait une checklist de crise, et avec l'AMI. Qu'est-ce qui se passe quand on a une hémorragie incontrôlée? Je vous rappelle qu'en 8 ans, en 9 ans, on a eu 6 hémorragies incontrôlées. Donc c'est quand même pas fréquent, et heureusement. Donc on n'est pas exposé. Le personnel, si on a vu une, on est content. L'anesthésiste, si on a vu une, on est content, vous voyez. Et donc on se retrouve devant un élément très rare. Alors quand il y a une hémorragie incontrôlée, on ne voit plus rien, ça saigne. 2 litres minutes. Bon, avec le caillot, ça ralentit un peu au bout d'une minute, mais enfin bon, ça va très vite. Situation de stress terrible. Chirurgien se sent coupable. En plus, on fait de la chirurgie préventive. On opère des petits nodules maintenant, hein, qui ne sont pas forcément des cancers. Donc on est dans une espèce de culpabilité terrible hein, quand ça arrive. Et alors là, on perd complètement le contrôle. Alors l'idée, c'est quand on a une hémorragie incontrôlée, on donne l'ordre par le chirurgien. Donc là, le chirurgien dit, ben voilà, je viens de faire une plaie très grave, il y a un risque.
L'anesthésiste est prévenu, la penseuse est prévenue, et la penseuse appelle un ami. Avant de commencer la chirurgie mini-invasive, il y a quelqu'un qui doit être disponible. Alors ça pose un problème pour les petites équipes. C'est sûr que, vous voyez, le monde est en train de changer, et avec cette sécurité qui arrive, ça va obliger les gens à avoir des équipes au moins 2-3 personnes. Je ne reviens pas sur le code rouge parce que ce n'est pas l'objet de la communication. Mais ce que je veux dire, c'est que pour apprendre cette checklist, ou en tout cas pour la maîtriser, il faut du temps. Et alors, on s'est rendu compte que toutes ces procédures préventives, pour un apprentissage en équipe, chirurgien anesthésiste, interne, penseuse et tout ça, comment pouvait-on faire pour apprendre en équipe? Et on s'est porté sur la simulation d'équipe in situ, ça veut dire au bloc opératoire, dans notre environnement. Et ici, Julien, là, qui est mon interne, qui fait de la chirurgie digestive, malheureusement, enfin bon, il faut bien qu'il en ait, a été le premier à assister à cette simulation il y a 3 ans maintenant. Alors comment ça se présente? Alors, quels étaient les objectifs de cette simulation en équipe in situ? Il y avait des objectifs pédagogiques. L'apprentissage en équipe, d'une sécurité, de procédures de sécurité obligatoire, avec l'ensemble de l'équipe. Quand on a commencé cette aventure, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas une minute d'enseignement commun avec les anesthésistes. C'est quand même incroyable. On travaille tous les jours avec les anesthésistes, avec le même objectif, parce que ça se passe bien pour le malade, mais on n'a jamais une minute de cours ensemble. Alors ça va changer, je pense. L'importance de la checklist, faire comprendre aux gens que la checklist, c'est pas juste on va vite comme ça. Pour quelle raison on fait cette checklist? C'est-à-dire l'apprentissage de ces concepts de sécurité. Pour la chirurgie robotique, la communication sécurisée, parce que la chirurgie robotique, il n'y a plus le langage corporel. On est à distance du champ opératoire et l'assistant ne voit pas ce que fait le chirurgien. Et donc, les ordres sont donnés par la voix, et donc il y a des choses à respecter, le silence en salle. Alors ça, c'est pareil, dans les salles opératoires, les gens regardent le smartphone, mais parlent aussi beaucoup. Donc il y a du bruit tout le temps. Donc on voulait apprendre la communication sécurisée. Voilà. Le code rouge quand il y a un accident. La gestion du stress, parce que quand c'est des événements comme ça, c'est bien de s'entraîner un peu en amont. Et on est capable de faire monter le stress en simulation. Et puis, tout ce qui est apprentissage des compétences non techniques, communication, coopération, tout ça. Et puis, le deuxième partie qui est beaucoup plus difficile, c'est l'évaluation de nos équipes à des situations très graves ou très rares. Et là, on sent qu'on n'y est pas encore, parce que c'est compliqué d'évaluer, mais enfin, c'est un objectif. Donc, on a fait venir des équipes de différentes institutions, notamment en Belgique, où ils sont assez intéressés par la simulation. Et on voit bien que c'est difficile d'évaluer leurs compétences. Alors, comment ça se présente, la simulation? On suit le même process que pour la simulation pour d'autres enseignements. Il y a le briefing. Donc, le briefing, on est autour d'une table. Et là, il y a un pilote de chasse qui vient, un chirurgien, un anesthésiste, qui parle de la simulation et des objectifs. Pourquoi on veut faire ça? Donc, on resitue l'hémorragie incontrôlée qui est grave en chirurgie thoracique. Voilà, on fait l'état des lieux de ce qui s'est passé et pourquoi on le fait. Ensuite, il faut faire le scénario. Alors, le scénario de l'hémorragie incontrôlée en chirurgie mini-invasive, il n'est pas facile à faire. On arrive, alors on a un mannequin haute fidélité pour mimer l'arrêt cardiaque. On a le robot pour mimer le robot. Mais après, comment on mime l'hémorragie, le clampage, tout ça. Donc, en fait, ce scénario, c'est un jeu d'acteurs où le chirurgien qui connaît ça mime l'hémorragie, fait monter le stress et tout, pour essayer d'enclencher tous les processus. Hein, l'appel à un ami, est-ce qu'on a vérifié la salle, le clan, apprendre à communiquer avec son anesthésiste. Alors, par exemple, en chirurgie robotique, on s'est rendu compte qu'on tournait le dos à l'anesthésiste. Alors que, de manière assez conventionnelle, en chirurgie, on a juste le champ. Donc là, on tourne le dos, il faut lui expliquer qu'on est en train de contrôler l'artère, puis lui, il faut qu'il nous explique qu'il est en train de remplir. Et donc voilà, on fait ce scénario, et c'est important parce qu'en fait, ce qui se passe dans les situations où il y a du stress très intense, c'est contaminer l'équipe. Et moi, je me suis rendu compte dans ma jeune carrière de chirurgie, j'ai fait de la chirurgie cardiaque, et j'étais dans une équipe qui était une équipe qui se connaît avec une grande expérience, et il y avait rarement de stress. Rarement de stress, même dans des hémorragies très importantes. Et quand je revenais dans mon environnement de chirurgie thoracique, on n'était plus dans cet environnement fermé d'équipes qui connaissaient, le stress montait tout de suite. Parce que j'avais des anesthésistes qui venaient d'ORL, qui venaient faire une piche de temps en temps thoracique. Donc on fait un scénario, et puis après, donc on mime, vous voyez, on apprend à chanter, on apprend à mettre les doubles aspirateurs, pourquoi on le fait, tout ça, et on apprend à des infirmières qui viennent d'arriver dans le service. On joue l'hémorragie incontrôlée, donc on met un petit film pour essayer de créer cet environnement, cette ambiance. Et puis ensuite, on fait un débriefing
où on a filmé ce qui se passait et on discute de ça. Et c'est comme ça qu'on apprend les choses en équipe. Et là, on a fait 6 sessions. Alors, vous voyez, par exemple, on met un petit film où ça saigne. Je vais vite parce qu'il me reste 7 secondes, mais vous me laissez 1 minute. Donc, bon, vous voyez, ça saigne. Donc, pour se mettre dans l'ambiance, on a le mannequin de fidélité. L'anesthésiste simule l'arrêt cardiaque, soit par asystolie, soit par fibrillation ventriculaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Puis nous, au cours d'une de nos simulations, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de défibrillateur interne. On travaillait en neurodigestif parce que le robot est en neurodigestif. On le savait qu'on n'avait pas de défibrillateur interne. On le demandait, mais la requête n'arrivait pas. Et là, vous voyez, devant tout le monde, pas de défibrillateur. Alors, on était, pendant la simulation, filmé avec des palettes de défibrillateurs externes. Ça faisait un peu ridicule. 2 jours après, on avait des palettes de défibrillateurs internes. Alors, si je vous montre, par exemple, juste comment ça se passe pour que ça soit plus simple pour vous de comprendre. Donc, vous voyez, là, un chirurgien. L'objectif, donc on sait que c'est une hémorragie incontrôlée, c'est la plaie de l'artère A1, de la médiastinale antérieure en robot, puisque le chirurgien n'est pas sur le champ. On arrache l'artère avec le stapler. Et donc là, le chirurgien, lui, vous voyez, tout est sur place, il s'habille, il met ses gants, il met sa casaque, donc en 15 secondes, ou en 30 secondes, il est sur le champ, le robot est dédocké, et l'interne qui est là fait la thoracotomie. Ça va très vite, hein, le thorax est déjà disséqué. Bon. Donc, en 45 secondes, il a le temps d'écarter. Et là, l'objectif du chirurgien, il n'en a qu'un. C'est de contrôler la plaie. Et pour ça, eh ben, c'est contrôler la plaie sans le suraccident. C'est-à-dire sans faire une plaie plus importante de l'artère pulmonaire. Ça, c'est une des spécificités de notre spécialité. Et ça s'apprend et ça prend du temps. Il faut de l'expérience. Et il est obligé de communiquer avec son anesthésiste. Et l'anesthésiste, lui, il n'a qu'un objectif, c'est de remplir son malade et de gérer le choc hémorragique. Et dans les 3 derniers décès qu'il y a eu en France, sur table, récemment, dans chirurgie mini-invasive, on a toujours la même histoire. C'est que le malade s'arrête, l'anesthésiste demande au chirurgien de masser, le chirurgien, dans cet environnement de stress total et de culpabilité, arrête sa procédure de contrôle, commence à masser et tue le malade parce que le malade n'est pas contrôlé. Il masse, l'anesthésiste a mis de l'adrénaline, il recircule, ça part à 20 tensions, ça ressaigne encore, il reclampe, on déchire l'artère et tout ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, on essaie d'apprendre à un chirurgien que l'arrêt cardiaque n'est pas la mort du malade, et que c'est souvent pendant l'arrêt cardiaque qu'on peut mettre son plan correctement, décailloter, contrôler, et ensuite on masse. Ben ça, c'est pas naturel. Si on ne l'apprend pas pendant une séance de simulation, ça se passe mal. Alors les résultats, pour conclure, ça a modifié nos pratiques. La checklist est acceptée, on respecte la technique chirurgicale de prévention de la dissection d'huile et tout ça. Et un des écueils de cette organisation in situ dans notre bloc, c'est qu'on consomme du temps, c'est très difficile à organiser, mais on évalue nos pratiques. Alors, on fait ça 1 fois tous les 6 mois, et l'objectif, c'est de faire ces sessions de manière plus fréquente, mais au sein d'un Medical Training Center. Voilà. Alors, les perspectives, c'est la validation par notre établissement, parce que ce n'est pas les mêmes formes, les mêmes financements pour la formation des médecins et du paramédical. D'accord ? Donc, il faut trouver des accords au sein de l'établissement. Ensuite, il faudrait comparer la gestion des crises en fonction des équipes pour avoir une espèce de checklist de crise qui soit à peu près acceptée. Voilà. Étendre les scénarios à d'autres événements graves, par exemple le pneumothorax suffocant. En chirurgie mini-invasive, on peut avoir une rupture de bulle avec un pneumothorax. Là, il faut apprendre juste à ouvrir la plaie et être drainé. Quand on est en décubitus latéral avec les trocars du robot, c'est compliqué. L'évaluation de nos pratiques, donc ça on l'a fait avec un consultant extérieur, c'était très intéressant parce qu'ils nous apprennent sur tout ce qui est non technique, voilà, notre comportement, et puis intégrer ça dans le cursus de formation initiale et continue, donc avec des cours sur la sécurité opératoire, et on commencerait très tôt au sein des écoles de chirurgie, avec la phase socle et tout ça, mais en équipe avec des anesthésistes, avec des infirmières de bloc. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Marc. Je pense qu'il va y avoir de nombreuses questions. Une organisation qui n'existe pas partout encore. Je vais poser une petite question. Tu as dit, effectivement, on est très peu formé à la simplicité d'appeler un collègue. Plus on avance dans le métier, plus on pourrait avoir du mal à appeler. Après, ça dépend des équipes, de l'entente entre les équipes, ce n'est pas toujours le cas. Et les ententes dans les grands services de chirurgie ne sont pas forcément la règle. Et c'est vrai que cette
apprendre aux jeunes chirurgiens qu'il s'agit uniquement de gérer une situation de crise et qu'on met son ego à part de côté et on appelle un collègue, c'est pas parce qu'on appelle un collègue qu'on est plus mauvais que le collègue, c'est juste pour nous aider à gérer de la façon la plus optimale un problème grave. Je pense que ça c'est essentiel et on ne le fait pas assez. C'est l'exemple, c'est que on passe dans un service, on voit que les chirurgiens seniors s'appellent entre eux assez facilement, puis on passe dans un autre service où ça ne se passe pas du tout comme ça, et je pense que c'est mauvais pour les patients, surtout. Question ? Oui, je voudrais revenir sur les relations anesthésiste-chirurgien. Plus de 30% des complications observées dans les blocs opératoires sont dues à un manque de communication, pas obligatoirement malveillant, avec les... Donc je pense qu'il est important de prendre les internes dès le début de leur formation en première année pour les faire intervenir les uns avec les autres. Anesthésistes et chirurgiens, premier point. Et deuxième point, les simulations in situ, c'est beaucoup plus réaliste parce que l'immersion, elle est vraiment l'environnement de tous les jours. Et ça va un peu contre les centres de simulation qu'on mettrait dans nos universités. Donc il faut avoir les deux. Quand on a un centre de simulation, bien aussi se servir d'un simulation in situ qui est encore plus réaliste. Alors, le problème de la simulation in situ, c'est l'organisation. Donc on fait ça, vous voyez, à 17h. Les chirurgiens, ça va, mais enfin, il y a le personnel paramédical qui doit venir. Donc les gens se libèrent pour ça. Hein. Les gens sont très investis, très intéressés, parce que c'est nouveau. Mais étant donné qu'on veut pérenniser cette aventure, il faut trouver une organisation. Donc une fois par semestre, ça nous paraît crédible. Mais ensuite, pour le développement de tout ce qui est non technique, coopération, communication, apprendre à un chirurgien à dire ce qui se passe vraiment dans un champ, dans un thorax à son anesthésiste. Moi j'ai vécu ça, hein, des situations où effectivement il n'y avait pas de la communication. C'était un cercle vicieux sur le stress. L'anesthésiste ne maîtrisait pas les choses, le chirurgien aussi. Bon. Donc le in situ, oui, mais ça pose des contraintes, c'est ce qu'il y a de mieux, mais ça pose des contraintes. Et la simulation d'équipe comme ça, à l'extérieur, c'est juste pour le non technique. Voilà. Et la formation avec les internes d'anesthésie, ça me paraît le seul moyen, pas un des moyens, c'est le seul moyen d'améliorer le relationnel entre les chirurgiens et les anesthésistes. Nous, c'est ce qu'on vit tous les jours. On est d'un service ouvert, on ne s'entendait pas, et on a commencé à créer ensemble, avec un anesthésiste, ce programme de simulation. Et je peux dire qu'à l'heure actuelle, on est des professionnels, il n'y a plus de problème de savoir si on s'entend bien ou pas bien, mais on travaille ensemble parfaitement parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Et ça, c'est parce qu'on a été formés ensemble. Ça me paraît essentiel. Et l'histoire, juste pour répondre à Jalal sur l'ami, c'est pareil. On n'est pas là pour savoir s'il faut appeler ou pas un ami, ça fait partie de ce qu'on doit apprendre. Voilà. Et effectivement, dans certains endroits, il y a des conflits. Et j'ai envie de dire qu'en 2017, on n'a plus la place, on n'a plus le droit d'être dans des équipes avec des conflits, c'est plus possible, on n'a plus les moyens économiques, on n'a plus les moyens humains face à nos patients et à la pression extérieure. Voilà. Et donc ça s'apprend. Après, ça ne veut pas dire qu'on s'entend bien et que c'est des relations amicales, mais on passe de la relation amicale à la relation professionnelle. Et pour avoir travaillé en Australie, qui est un monde un peu anglo-saxon, j'ai senti cette différence entre le monde francophone, où il y a beaucoup de sentiments dans le travail, avec un monde où il y a peu de sentiments, mais beaucoup de professionnalisme. Et je pense qu'on est en train de venir vers ça. Je ne veux pas dire qu'il faut supprimer complètement notre identité, mais en tout cas, ça c'est sûr qu'il faut aller vers ça. François Guérard et puis Daniel Loisance. Merci Monsieur le Président. Vous êtes très intéressé et participé beaucoup à toute la prise en charge de patients que vous avez évoqué, avec notamment la difficulté qu'il y a pour certains chirurgiens viscéraux que nous admirions à accepter la compétence de chirurgie cardiaque, de chirurgien cardiovasculaire. Et je crois que cet aspect-là il est important tant pour les chirurgiens d'avoir une compétence importante pour la chirurgie vasculaire pour être capable d'exclure certains secteurs de l'abdomen du thorax. Deuxièmement, que les anesthésistes l'acceptent aussi. Et que moi j'ai vécu des situations extrêmement difficiles parce que les anesthésistes justement pensaient que l'anesthésie, l'intubation un peu sélective, c'était pas leur rôle parce qu'en chirurgie digestive, je crois que justement le mélange des deux, tant en anesthésie qu'en réanimation, est important de partager comme les choses. Ça vient de la double compétence cardiovasculaire et viscérale.
Vous voyez qu'il y a un mot-clé dans l'académie, c'est interdisciplinarité. Et là, on a vraiment un exemple. Je crois qu'effectivement, l'éducation ensemble, c'est extrêmement important. Oui, un petit commentaire. Tous ces scénarios chirurgicaux que vous avez décrits, c'est quelque chose que je ne connais pas. Dans le temps, on va parler comme ça, dans le temps, il y avait un chirurgien, il y avait un anesthésiste qui travaillait avec un chirurgien, ils s'entendaient très bien, et des penseuses qui connaissaient parfaitement bien ce qu'il y a à faire et ce que le chirurgien avait à faire. C'était une équipe qui fonctionnait dans l'huile, tout baignait dans l'huile. Il s'est passé des événements au cours des 10-15 dernières années qui ont complètement rendu ça impossible. C'est celui de la mutualisation des équipes. Alors, mutualisation des équipes de penseuses, ça a tué les équipes chirurgicales. Car je continue à prétendre qu'une penseuse de ORL n'est pas la meilleure penseuse pour aller servir une transplantation cardiaque. Et de la même manière, un anesthésiste de digestif n'est pas le plus qualifié pour aller prendre en charge un choc cardiogénique. Or, maintenant, tout le monde est remplaçable, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde y fait pareil, tout le monde est aussi compétent. En fait, non, tout le monde est aussi nul. Et on a créé aujourd'hui des agrégats de personnes non rompues au travail en équipe et qui n'ont pas la compétence reconnue dans le travail à faire. Alors bien sûr, dans une situation comme ça, il faut trouver des solutions. Mais il y aurait peut-être une solution toute simple, c'est revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire laisser au chirurgien la possibilité de constituer son équipe. Son équipe, c'est pas compliqué. Ben si, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, Non, mais c'est je veux compliqué dire, parce que non, mais il y a bien SUD compris, qui est derrière, Non, il y a SUD qui est derrière, la CGT qui est derrière, il y a les syndicats Oui, mais qui sont si derrière. dans l'environnement actuel c'est compliqué, j'ai même envie de vous dire que c'est impossible. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière avec des services importants, avec maintenant les choses ambulatoires. Enfin, le monde hospitalier a changé, c'est comme ça. Mais ça peut être aussi une chance parce que moi qui venais d'un service fermé, j'étais chef à Bordeaux et puis après chef en chirurgie cardiaque. Donc Bordeaux en chirurgie thoracique, c'était un service fermé, autonome, complètement autonome. Nos anesthésistes, voilà. Et donc j'arrive dans un système ouvert où j'avais plus du tout de spécialité. Donc pendant 3 à 4 ans, ça a été un enfer, je peux vous le dire. Bon, ils ne savaient pas mettre une carlinge. Bon. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des jeunes, et puis des jeunes finalement qui sont très bien formés, les anesthésistes réanimateurs. Et ils sont très bien formés parce qu'ils ont une culture générale, et une fois qu'ils ont compris comment on mettait une carlinge et tout ça, ils nous ont apporté beaucoup de choses. Et il y a une personne qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est Pascal Thomas, notre président de société, parce qu'en 2011, je lui posais la même question que vous. Je lui disais, est-ce qu'on peut fonctionner dans un service non spécialisé pour faire des choses intéressantes? Et il m'avait dit, tu sais, réfléchis bien, mais si tu te spécialises trop et que tu demandes des anesthésistes spécialisés, tu ne tourneras plus parce que tu n'auras plus personne. Et c'est vrai, c'est comme ça, c'est comme ça le monde hospitalier actuel. Si vous avez 2-3 personnes hyper spécialisées, le jour où ils ne sont plus là, ça ne tourne plus. Et l'équipe de Marseille est un bon exemple. Ils étaient à Sainte-Marguerite où ils avaient un service spécialisé, fermé, donc ils étaient contents, c'était un service familial, et ils faisaient 15-20 transplantations par an. Ils n'arrivaient pas à passer par-dessus, pourquoi? Parce que c'était toujours le même anesthésiste, et quand il était là, on ne pouvait pas transplanter. Juste pour vous dire que c'était pas parfait comme système. Et puis ils sont passés dans un système mutualisé avec plein de jeunes, des réanimations lourdes et compagnie, et ils sont passés à 45-50 transplantations. Et donc on perd d'un côté, mais on peut gagner de l'autre, et entre les deux, il y a cette nouvelle technique de simulation en équipe et tout, et c'est très contraignant, ça prend du temps. Mais si on ne fait pas ça, effectivement, on perd beaucoup en qualité. Mais on peut en gagner grâce à ces techniques, je crois. Henri. Vous avez insisté, vous avez insisté sur appeler un ami. C'est vrai. Mais quand? Ça, c'est une autre question. Vous avez pris un exemple aigu, l'hémorragie. Mais en chirurgie laparoscopique, par exemple, il y a un moment où vous devriez décider de la conversion et vous ne la prenez pas. En chirurgie biliaire, pour les plaies biliaires, il a été montré dans une série que le chirurgien n'avait pas pris la décision de la conversion, avait continué à avancer et est allé vers l'accident. Et la raison principale, vous savez laquelle c'était? Il ne savait pas ouvrir. Et il n'y avait personne dans l'équipe qui savait ouvrir. Donc, maintenant, il a fallu recruter ce qu'on appelle des open surgeons, un chirurgien qui est spécialiste, lui, de la parodontologie. Vous avez une situation comme ça, des
Les jeunes chirurgiens sont tellement entraînés à la laparoscopie, le Alors, robot, qu'ils ne savent pas ouvrir. Alors après, dans l'enseignement de la chirurgie mini-invasive, là on va en parler un peu dans la pédagogie inversée, on apprend systématiquement aux gens que la conversion n'est pas un échec. Et là, ça c'est un point essentiel. Donc si vous partez de ce dogme, de cet axiome que ce n'est pas un échec, c'est plus facile de convertir. Et c'est encore plus facile de convertir quand vous expliquez à vos anesthésistes, quand vous partez sur une procédure difficile, là il y a une variation anatomique, ça peut être difficile, si ça ne se passe pas bien, je convertis. Et c'est encore plus facile quand vous vous entraînez à appeler un ami. Et pour quelle raison on a mis en place les doubles aspirateurs, tout sur la table et tout ça? Parce que pendant les 2 minutes, la penseuse est libre d'appeler un ami. Mais si au moment où ça pète, vous lui demandez le clan, au moment où elle part chercher le clan, vous lui demandez un autre aspirateur. Au moment où vous demandez un autre aspirateur, vous dites d'appeler votre patron. Voilà. Et tout de suite, d'un coup, on monte en stress. Et finalement, on n'arrive pas à avancer. Et donc, on s'entraîne sur des choses qu'on a vécues et qui sont finalement assez simples à apprendre. Encore quelques questions? Juste un commentaire, je crois que dans la forme d'enseignement qui doit être donnée d'une chaîne de gestes qui procède d'une procédure chirurgicale, je pense qu'il faut insister et inculquer dans la tête des jeunes à situer et à anticiper sur la position des maillons faibles de la chaîne. Et si on leur apprend, on leur dit là il y a un maillon faible, voilà, petit 1, petit B, maillon faible, devant ce maillon faible, voilà ce qu'on fait, qu'il y ait une automatisation de la procédure qui découle de la présence du maillon faible et de l'éclatement de ce maillon faible, tout est simple. Tout est simple. Oui, mais c'est Toute ce qui est le plus dur à l'organisation apprendre. est simple. C'est le plus dur, mais c'est une méthode de pensée qui, à mon avis, dans le formatage dont on a parlé tout à l'heure, dans le formatage des esprits des futurs chirurgiens, c'est une fois qu'on leur a inculqué cette procédure intellectuelle, c'est-à-dire vous avez une navigation, vous avez un cap qui est là avec des rochers, vous allez essayer de l'éviter, mais si vous vous plantez sur le rocher, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est l'esprit du maillon faible, j'appellerais ça. Oui, c'est ce qu'appellent les anglo-saxons the situation awareness, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe. La plaie biliaire sous laparoscopie, si on n'apprend pas ça avant, il y avait une mauvaise connaissance de la situation et c'est pour ça que derrière, il y a eu ces problèmes. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est l'expérience et la connaissance. Alors la connaissance, on peut apprendre, alors on fait dans tous nos cours et dans nos congrès, on a des sessions de complications, dans tous les congrès de chirurgie dans le monde, avec le mini-invasif qui est arrivé, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un événement porteur de risque, on parle des complications. Mais n'oublions pas quand même qu'à l'époque de l'Open, il y avait quelques complications qui n'étaient pas décrites et qu'on mettait sous le tapis. Je veux dire, c'était pas croire qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup mieux en termes de résultats chirurgicaux. Hein. Donc voilà, mais on n'en parlait pas. Maintenant, on fait des bêtises, mais on en parle. Voilà. Et ça, c'est un changement de culture que l'aviation nous apprend. Dans l'aviation, ce n'est pas une culture de l'erreur, c'est une culture il faut dire ce qui s'est passé. Voilà. C'est l'anticipation. Alors il y a l'anticipation, mais par exemple, un pilote qui fait une connerie, s'il a respecté le processus, il n'est pas condamné. En revanche, s'il ne fait pas de connerie, mais qu'il n'a pas respecté le processus, il peut avoir des problèmes. C'est le film Sully, vous avez peut-être vu. Donc c'est des cultures différentes qu'on est en train d'apprendre peut-être. Il y a une diapositive là-dessus. Vous avez manifestement évolué dans l'entente au sein de l'équipe. Parce que vous avez dit, au départ, anesthésiste, chirurgien, on travaille chacun de notre côté, etc. Et là, vous avez abouti à quelque chose, à une entente et un travail commun. Et là, vous évoquez le consultant. Donc, il y a eu manifestement plusieurs types de consultants extérieurs qui sont intervenus. Et lequel vous paraît le plus performant là? Est-ce qu'on a intérêt à avoir un spécialiste de sa spécialité qui vient d'un autre hôpital, ou vraiment, comme vous l'avez fait manifestement, avec des spécialistes qui sont Vous connaissez bien, c'est Jean-Pierre Henry. Alors, quand on a commencé ça, on a fait venir Jean-Pierre. En fait, la simulation sur les 6 séances de simulation qu'on a fait, on a progressé dans l'organisation, dans les objectifs. Le consultant extérieur, c'était pour donner de la crédibilité à tout ce qui était non technique. Alors, le pilote de chasse, il vient, il fascine un peu les équipes, d'une part, et quand il parle de sécurité, on ne dit pas c'est de la connerie. Vous mettez la même présentation faite par un chirurgien de l'équipe, tout le monde se marre et tout le monde marre. Donc là, vous enrobez le message avec un vecteur qui est non pas un virus, mais qui est le pilote de chasse, et là tout le monde écoute. Ah tiens oui, la checklist c'est peut-être important et tout ça.
Et donc on a construit avec lui. Et le consultant extérieur, il est venu faire de l'audit dans notre bloc opératoire. Moi je lui ai demandé de venir après ces séances pour savoir si notre comportement, le bien-être, hein, ça s'apprend, le comportement était bon, s'il n'y avait pas trop de bruit, tout ça, parce que moi ce qui me déplaît le plus et j'y arrive pas, c'est le bruit. Étant donné que ça bouge beaucoup, ça change beaucoup, il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit. Et comment on fait pour essayer d'avoir des temps de silence, des temps où on peut parler, voilà. Et bon, on est en train d'essayer de professionnaliser un environnement ouvert, voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup perdu en ouvrant, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse revenir en arrière. Voilà. En chirurgie viscérale, on a régulièrement ces situations de crise lors d'accidents des gros vaisseaux lors de la confection du pnéumopéritoine. Et donc, il y a des recommandations qui ont été émises et qui recommandent d'appeler un ami. Et également la boîte de la parotomie, etc. Mais ces épisodes aboutissent pas rarement à des réclamations. Et cet ami, le bon samaritain, qui pour des raisons éthiques, déontologiques, est venu aider son confrère, qu'il s'agisse d'un chirurgien viscéral ou d'un chirurgien vasculaire, se retrouve très régulièrement mis dans la nasse, avec parfois des interdictions d'exercer temporaires au Conseil de l'ordre, etc. Donc ma question est, est-ce que vous avez discuté de ce concept d'amis avec des assureurs, des avocats, parce que ça pose un problème. Je crois que vous avez tout à fait à juste titre pointé, c'est un élément très important, mais ça a des conséquences parfois aussi. L'ami, c'est sûr que c'est mieux que l'ami soit dans l'équipe, dans le service. Donc la présentation que j'ai faite, c'est la réflexion d'un hospitalier. Donc un hospitalier, il n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un dans le privé, où effectivement, souvent quand on appelle le copain, c'est un chirurgien viscéral, c'est quelqu'un qui vient de donner un coup de main, c'est pas forcément un spécialiste. Cette réflexion, on me l'a fait il y a 3 jours. Un ami anesthésiste me dit, toi, il y a 25 ans, on m'appelle un jour pour une jeune femme qui était en arrêt cardiaque au bloc et tout. Bon, elle avait un pneumothorax suffocant, l'anesthésiste ne l'avait pas vu, il tournait dans son truc, je lui mets un drap, je la sauve, je la mets dans mon service de réa. Puis 4 jours après, elle meurt de je sais pas quoi. Et puis pendant 15 ans, je me la suis traînée, voilà, hein, parce que c'est moi qui l'ai sauvée, puis après elle est morte dans mon service. Voilà. Donc c'est vrai que l'ami, et donc on m'a fait cette réflexion-là sur l'ami, et deuxième, c'est ceux qui travaillent seuls, et qui n'ont pas d'équipe, et qui disent que l'ami, parfois, c'est un boulet. Et cas particulier, il y a eu un décès dans une équipe dans le privé il y a 1 an exactement, et après cette présentation, le chirurgien est venu me voir, 6 mois après, elle me dit, ta présentation m'a plu, j'ai eu une plaie grave de la veine, avec probablement un névropéricarde, c'était plutôt contrôlé, et donc j'ai appelé un ami parce que c'était une situation à risque. C'est un chirurgien cardiaque qui est venu. Chirurgien cardiaque, elle me dit c'était pas le meilleur. Je lui dis oui, mais ça c'est pas rien moi. Le chirurgien cardiaque est venu, et l'anesthésiste à un moment a dit il faut masser le malade. Et le chirurgien cardiaque a dit je vais masser le malade. On masse le malade maintenant, parce que lui en chirurgie cardiaque il masse le malade. Mais ils n'avaient pas contrôlé la plaie. Le malade est mort. Et donc, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place un système, et je pense que les sociétés savantes devraient réfléchir effectivement sur ce qu'on met dans cette checklist, pour pas que ça soit trop contraint, et qu'on apprenne ça en équipe. Tout le monde apprenne ça. Donc là, on est à... J'aurais juste te poser une question sur ton remarquable exposé. Tu as donné 2 notions qui me paraissent tout à fait récentes et importantes, professionnalisme et ouverture. Donc c'est difficile de les faire coïncider toutes les deux, puisque l'ouverture fait que tout le monde change tout le temps, et professionnalisme, ça demande quand même une certaine pérennité. Puis des compétences. Voilà. Le monde change, hein. Et ce qui va se passer probablement, c'est que le champ des compétences des chirurgiens va diminuer, parce qu'on n'arrivera peut-être pas à maintenir ce niveau de compétence, malgré la simulation, malgré tout ça. Pas d'autres questions, merci beaucoup, on dépasse un petit peu le temps, on pense à vous.